Joyeux anniversaire à vous, joyeux anniversaire à vous. Oui les gars, devinez quoi, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Jean-Michel Trogneux, en d'autres termes joyeux anniversaire Brigitte Macron, la première dame Brigitte Macron. Je suis tellement excitée de me lancer dans cette aventure pour présenter au public qui est exactement Jean-Michel Trogneux. Où est-il? Il est temps de commencer cette partie de cette série, alors bienvenue dans notre série Devenir Brigitte. Ok, donc quelque chose à récapituler. J'étais tellement frustrée à la fin du dernier épisode parce que beaucoup d'entre vous avaient commenté Candice, il est temps pour vous de créer un arbre généalogique, et nous avions déjà créé un arbre généalogique. Nous étions tellement occupés que j'ai oublié de vous le montrer évidemment dans l'émission, donc j'ai complètement lâché le ballon là. Je m'excuse bien sûr quand nous faisons ce genre de série comme la série Kamalae. Maintenant que nous regardons cette série Brigitte, il y a tellement de noms que ça devient déroutant, et c'est bien de ralentir et de pouvoir visualiser de qui et de quoi parlons-nous exactement. Alors revenons en arrière et commençons là. Je vous montre maintenant le tableau de la famille d'Emmanuel Macron. D'accord? Le ceci dit prétendument ici parce que j'ai des tonnes de questions au fur et à mesure que nous approfondissons l'histoire. Mais ses parents Jean-Michel Macron, puis vous avez Françoise Nog évidemment. Nous avons beaucoup parlé la semaine dernière, en particulier de Germaine Nog qui l'appelle affectueusement Manette, c'est vrai. C'est elle qui a partagé cet amour des livres concentrés sur la pédophile avec son petit-fils. Elle est, comme nous vous l'avons mentionné la semaine dernière, la seule membre de la famille qu'il inclut dans ses histoires d'enfance tout au long de son autobiographie qui s'intitule Révolution. Alors je voulais surmonter ça. Je voulais parler de Révolution. En comprenant que c'est en fait le tableau de Macron, et puis bien sûr comme je l'ai dit sa mère, ce que nous avons décrit dans l'épisode de la semaine dernière ou il y a quelques jours. L'épisode était que le docteur Françoise Nog, sa mère, quand elle a été présentée pour la première fois au monde, elle a été présentée comme une pédiatre qui a aidé à une certaine capacité du bureau de la sécurité sociale, et puis nous avons eu cette énorme bombe dans le dernier épisode où nous avons appris que je plaisante, par le travail de la sécurité sociale, nous avons oublié d'inclure le fait qu'elle aide les personnes transgenres et intersexuées à obtenir de nouvelles identités. Je veux dire que c'était un élément majeur. Je veux dire que c'est vraiment explosif et il est important que vous vous en souveniez au fur et à mesure que nous avançons, parce que cela signifie que la famille immédiate de Macron était impliquée dans l'aide aux personnes qui avaient des problèmes de genre pour devenir quelqu'un d'autre. En d'autres termes, il facilitait la délivrance de véritables cartes d'identité gouvernementales qui permettaient aux personnes de se débarrasser légalement de leur ancienne identité et de leur véritable sexe biologique. Nous devons nous réveiller au fait que c'est la réalité du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Alors qu'est-ce que c'est? Quelles sont les implications de cela? Arrêtons-nous là. Quelles sont les implications si je décide? Ok, je suis Candace Owens. Non, j'ai l'impression qu'en fait, je suis né homme et donc je vais changer de nom. Je vais changer mon nom en Jean-Michel Trogneux. Ok, et puis quelqu'un sort et ils disent comme vous savez que Candace Owens est cette personne, puis-je les poursuivre en diffamation pour avoir dit que je suis Candace Owens? Si j'ai légalement changé mon nom en Jean-Michel Trogneux, ce devient la base d'un procès en diffamation. Si vous êtes en mesure de vous débarrasser de votre identité, je veux que vous y réfléchissiez pendant que nous continuons tout au long de cette série. Il est très important de se rappeler que sa mère s'occupait de cette capacité au bureau de la sécurité sociale. Je devrais également ajouter ici que par la suite, de manière choquante, dans une très rare interview que sa mère a donnée à une journaliste nommée Gail Tchakaloff, elle écrivait une biographie sur le couple Macron, biographie intitulée Juste nous deux, et elle a parlé avec sa mère et sa mère a dit quelque chose de très étrange. Elle a dit, et je cite, c'est dans ce livre: pour moi Brigitte n'est pas une belle fille. Excusez-moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Brigitte est mariée à votre fils, elle est mariée à votre fils depuis très longtemps, elle est tombée amoureuse de votre fils quand votre fils avait 14 ans. Que faire? Tu veux dire pour moi qu'elle n'est pas une belle fille? Qu'est-ce que cela implique? Que d'autres pourraient-elles être? Que d'autres, la première dame, pourrait être pour vous? Alors nous allons laisser cela là. Ok, maintenant regardons le thème familial de Brigitte Macron. Ok, nous avons d'autres choses importantes à retenir. Donc vous avez Brigitte qui aurait été mariée pendant 32 ans à ce type André-Louis Ozière, ok, et ils auraient eu 3 enfants, Laurence Ozière, Sébastien Ozière et Tiffane Ozière. Maintenant il est important de se rappeler que nous avons évoqué dans l'épisode précédent que la première dame se trompe systématiquement dans ses interviews, comme elle se trompe sur la date du décès de sa sœur Marie-Yvonne, elle s'est trompée sur la date du décès de sa prétendue nièce, et nous commençons à pensez que c'est plus une stratégie qu'autre chose, comme si ce n'était pas juste oublier les dates. C'est parce que vous essayez de semer la confusion dans le public, et une grande indication de cela était Tiffane. Ok, sa fille s'est trompée sur la date et la manière de l'enterrement de son père dans le magazine Paris Match, magazine hebdomadaire. Comment est-ce possible? Rappelez-vous, nous en avons parlé. Nous pouvons rétablir ce tableau. Un mystère très étrange concernant ce personnage d'André-Louis Ozière.
Nous savons à quel point c'était étrange. Nous ne pouvons pas le souligner suffisamment. Nous apprenons de son cousin germain. D'accord, il avait un cousin germain nommé John Louis et c'est là que ça a commencé. Vraiment déroutant pour certaines personnes. Il y a un cousin germain et ce cousin germain. Il a ensuite décrit qu'il avait essentiellement poursuivi le journaliste pour l'avoir mal identifié sur la photo de mariage. Ce cousin germain s'est alors énervé parce que le palais de l'Élysée l'a en quelque sorte poussé à la poursuivre pour diffamation en prétendant qu'ils allaient se joindre au procès, mais ensuite aussi. Brigitte Macron a refusé de dire simplement de remonter cette photo. Ouais, c'est moi sur la photo de mariage. Elle a refusé de le faire et s'est en quelque sorte retirée. Il n'était donc pas content de cela. Il n'était pas content. Il s'est senti utilisé par le palais de l'Élysée. Il s'ouvre à un journaliste et nous raconte des choses vraiment étranges sur l'enterrement de son cousin. Sur les funérailles de son cousin. Crémation de la cousine principalement la chose la plus étrange étant que le palais de l'Élysée était impliqué il voulait s'assurer que ses funérailles soient exécutées comme un voleur dans la nuit il ne voulait pas que le public l'apprenne et ils l'ont vu sur la ligne d'arrivée et pourtant malgré ce morceau Macron n'a pas assisté aux funérailles de son ex-mari présumé de 32 ans le père présumé de ses enfants nous voulons nous assurer qu'il est enterré mais nous n'allons pas nous présenter ni moi ni le président ne nous présenterons et puis Tiffen va juste inventer quelle énorme erreur dans Paris Match et dire que j'ai enterré mon père le 24 décembre et puis nous avons appris non il a été en fait incinéré le 28 décembre et c'était un an avant et c'est la photo que vous utilisez parce que tout a été détruit c'est fou alors oui rappelez-vous que nous avons appris cette information non pas d'un théoricien du complot nous l'avons appris du cousin Jean-Louis Ozière le cousin d'André celui qui a poursuivi avec succès Natacha Ray pour diffamation farce. Qu'elle a supposé à tort que c'était lui, d'accord, ce que nous savons et nous avons confirmé dans le dernier épisode, c'est que cet homme, nous pouvons vous montrer à nouveau sa photo nécrologique parce qu'aucune autre photo de lui n'existe depuis la photo de mariage jusqu'à celle-ci, toute sa vie a été détruite. Ce que nous pouvons vous dire, c'est qu'il a en fait existé. Ils ont menti sur l'endroit où il travaillait, la banque dans laquelle il travaillait, encore une fois, des tonnes de petits mensonges pour envoyer les gens dans des terriers de lapins afin qu'ils peuvent faire une erreur. Mais ce que nous ne pouvons pas vous dire, c'est ce qui lui est exactement arrivé. Nous ne pouvons pas déterminer ce qui lui est arrivé en nous basant sur le témoignage de son cousin germain, car cela dépend si vous croyez ou non sa partenaire, la femme qui était à ses funérailles qui a affirmé qu'elle a trouvé des billets pour l'Afrique dans sa poche qu'il avait vidé tous ses comptants. Banque et si vous potentiellement ou vous pourriez dire et aussi vous croyez le journaliste de Paris Match qui a ensuite écrit qu'André a en fait passé les derniers jours de sa vie dans un hôpital psychiatrique gardé par nul autre que Alexandre Benalla. Maintenant nous devons parler de ce type parce qu'il est important, il est très important parce qu'il est apparu en fait plusieurs fois mais nous devrions creuser en profondeur pourquoi cette allégation particulière est importante parce qu'il est intéressant que malgré le fait qu'ils adorent poursuivre les gens, ils n'ont jamais poursuivi ce journaliste qui a affirmé qu'Alexandre Benalla l'ancien chef de cabinet adjoint d'Emmanuel Macron gardait pour une raison quelconque la porte d'un hôpital psychiatrique d'André donc nous savons avec certitude que le palais de l'Élysée était impliqué au moins dans ses funérailles et ce journaliste a dit ça donc je pense que nous devrions explorer cela donc nous devrions parler d'Alexandre Benalla parce que ce n'est pas une mention subtile d'un journaliste nous avez mentionné pour la première fois Alexandre Benalla dans l'épisode d'introduction. Quand nous vous avons parlé de ce genre de choses, je ne sais pas comment le décrire comme un syndicat presque de pédophiles. Ce sont ces pédophiles accidentels qu'Emmanuel Macron continue de traîner dans les parages, d'accord. Nous avons mentionné Olivier Duhamel, c'était l'homme qui a été accusé par sa belle fille d'avoir abusé sexuellement de son frère jumeau quand il avait 13 ou 14 ans. Elle a écrit ça dans un livre et d'ailleurs comme le délai de prescription était passé il n'a jamais été traduit en justice mais il a admis que c'était vrai qu'il avait en fait abusé sexuellement de son fils adolescent. Eh bien l'une des choses qui l'a aidé, c'est qu'il était si proche d'Emmanuel Macron avec qui il l'a aidé quand il s'est retrouvé dans l'eau chaude à cause de ce qui est devenu connu en France comme l'affaire Benalla, c'est-à-dire Alexandre Benalla, le chef d'état-major adjoint, d'accord. Et maintenant pour une raison quelconque comme je l'ai dit, nous n'avons aucune idée pourquoi ce journaliste a mentionné, mais a dit qu'Alexandre Benalla était gardien le mot psychiatrique donc je vais vous montrer à nouveau Alexandre Benalla que vous pouvez le faire entrer dans votre esprit malgré son très jeune âge je veux être clair il a aujourd'hui seulement 33 ans il a un CV professionnel assez
Remarquable quand Emmanuel Macron se présentait à la présidence, Alexandre Benalla n'avait que 25 ans et il a servi le candidat en tant qu'officier de sécurité. Il était le chef de sa sécurité. Une fois Emmanuel Macron élu, il a alors fait d'Alexandre Benalla son chef de cabinet adjoint. Énorme poste, pouvez-vous imaginer 25 ans et vous êtes comme entré dans la Maison Blanche. Désolé, le palais de l'Élysée. C'était alors plus tard découvert que ces deux-là avaient une relation incroyablement proche, si proche. Emmanuel l'a emmené avec lui en voyage de ski et sa famille, pas comme la sécurité, comme si vous faisiez partie de la famille en voyage de ski, et encore plus proche que ça. Emmanuel Macron a permis à Alexandre Benalla, ce gamin de 25-26 ans essentiellement, de emménager dans le Palais national de la République française. Il vivait au palais de l'Alma, qui est choquant qu'il ait résidé ici. D'accord. Alors que se passe-t-il ici? Imaginez que vous avez 26 ans, vous vivez dans un palais et je ne sais pas. Je pense qu'il a dû fournir une sécurité incroyable au président. Il a dû rendre des services solides au président. D'accord? Quand vous creusez dans son passé, vous apprenez que, à l'époque où Benalla avait 23 ans, il avait été accusé puis acquitté de violences contre une femme, d'accord? Dans la mesure où elle a dit qu'elle était incapable de travailler. Mais comme je l'ai dit, il a été acquitté et il est ensuite devenu le chef de l'équipe de sécurité d'Emmanuel Macron. Puis quand Emmanuel Macron est devenu président, un scandale massif a éclaté, connu sous le nom d'affaire Benalla en 2018, lorsque son chef de cabinet adjoint a été filmé habillé en policier en train de frapper des manifestants dans la rue de Paris. Je ne plaisante pas. C'était comme si le New York Times français avait révélé l'histoire. Ils avaient des images de lui. C'était sans aucun doute banal se faire passer pour un policier et frapper une jeune manifestante dans la rue. Et puis une deuxième vidéo est apparue et a été publiée sur Twitter qui montrait Benalla saisissant une manifestante par le cou et la traînant. En fait, je vais demander à mon producteur Skyler si nous avons pu extraire ces images. Ok, super. Montrons-vous en fait quelques-unes de ces images. C'est juste pour vous faire comprendre ce que vous regardez. C'est un chef de cabinet d'un président frappant un manifestant. Il va arriver là-bas en uniforme de police. Regarde, applaudissements. Musique, c'est juste un truc qu'un chef de cabinet fait, normal. C'est juste ce que tout le monde chef de cabinet fait partout dans le monde. On découvrira plus tard lorsque les gens ont commencé à enquêter de plus en plus sur l'histoire. 3 policiers lui ont fourni plus d'images de surveillance. Alexandre Benalla. Il lui donnait une surveillance des images qui n'avaient pas encore été rendues publiques, lui permettant essentiellement de préparer sa défense, ce qui nous indique que d'accord, ils ont clairement des liens avec les policiers. Sinon il n'aurait pas reçu l'uniforme à porter car il prétendait être un policier ce jour-là. Le président Macron à l'époque de cette attaque était en Australie. Il semblait incroyablement réticent à laisser partir son chef adjoint ou à parler de l'affaire à quelque titre que ce soit en public. C'est pourquoi je suppose qu'il a appelé son ami double. Que dois-je faire? Que voulez-vous dire? Que devez-vous faire? Votre chef de cabinet vient d'être surpris en train de frapper des manifestants dans la rue. Pourquoi n'êtes-vous pas simplement plus choqué par cela? Que voulez-vous dire? Que faites-vous? Et il semble qu'Emmanuel Macron ait pu être si préoccupé par cela qu'il a essayé d'aider Alexandre maintenant. Pourquoi est-ce que je fais à nouveau cette supposition? C'est une supposition, pas un fait. Mais ce qui est un fait, c'est qu'Alexandre Benalla, lorsqu'il a été interviewé sur le scandale, personne d'autre que Mimi Marchand n'était dans la salle pour l'aider à parler à la presse. Mimi Marchand, oui, la pape célèbre de la presse qui pouvait obtenir n'importe quoi dans la presse, tout ce qui était retiré de la presse, une femme qui pouvait obtenir la presse pour couvrir les accusations de pédophilie de ses amis. Finalement, comme le scandale a complètement englouti le palais de l'Élysée, ils ont en fait dû démettre Benalla sur le papier, du moins je veux être clair, sur le papier il a été libéré. Parce qu'un autre scandale a éclaté. On découvrirait plus tard que quelques mois plus tard ils ont réalisé qu'il n'avait pas réellement retiré ses passeports diplomatiques et malgré son licenciement apparent plusieurs mois plus tard, il a utilisé ses passeports diplomatiques pour voyager, pour rencontrer des dirigeants africains dont le président du Tchad, un gars nommé Idriss Déby. Maintenant, pour les gens qui regardent ça depuis l'Afrique, vous regardez ce type qui se dit: n'est-il pas mort? Quelques années plus tard, dans une sorte de scénario occidental stéréotypé où soudainement un groupe de rebelles se lève. Donne-moi comme une situation de type Mohamed Kadhafi et les rebelles sont juste si mécontents et ils tuent le président. Ouais, c'est ce qui s'est passé à ce type au Tchad. Ouais, mais je suis sûr que c'était totalement organique et les gens étaient vraiment mécontents dans les rues et comme l'Occident n'avait rien à voir avec ça. Néanmoins, Alexandre Benalla rencontrait ce type avec des passeports diplomatiques après avoir été renvoyé, donc c'était une deuxième partie du scandale. Il est ensuite apparu que pendant qu'il travaillait pour Macron, Alexandre Benalla, ce roi de 26 ans vivant au palais, avait en fait contracté des liens financiers
associé avec 2 oligarques russes qui étaient censés être membres de la mafia russe. Oups, encore je suppose que tout le monde autour de moi est accusé d'être soit un criminel, un pédophile, donc ce que je suis et sache toujours si innocent dans ce puis ça continue de leur arriver. Ils essaient de travailler avec de bonnes personnes. Les gars, ils essaient vraiment de s'entourer de bonnes personnes, je jure que c'est tout le monde autour d'eux, ce n'est juste pas eux. Je pense que nous devrions en fait jeter un œil ici à ce syndicat extraordinaire qui émerge autour d'eux parce que nous avons couvert beaucoup de ces légendes. Donc Michel Macron, évidemment la pop là-haut à gauche à droite des médias français, nous savons qu'elle a été dans la saleté, elle a été expulsée pour extorsion, vous l'appelez, elle a été accusée de cela, une femme que nous comprenons avait la capacité, la seule personne par laquelle les gens devaient passer pour obtenir des photos du passé de la première dame. Elle possède la meilleure image, ok, et vous me dites que c'est la seule personne qui peut produire des images du passé de Brigitte Macron avant qu'elle ne devienne professeure ou enseignante, semble un peu suspect. Puis en dessous d'elle nous avons Bernard Arnault, l'homme le plus riche du monde parce qu'il contrôle LVMH. Nous avons mentionné son gendre Xavier Niel, qui était l'intermédiaire entre Mimi Marchand et le premier couple, mais je veux que vous sachiez aussi que LVMH possède Paris Match. D'accord? C'est donc laquelle met toutes ces images retouchées. Je dirais des images retouchées de Brigitte pour que tout le monde pense qu'elle est jeune et irrésistiblement sexy. Elle travaille là-dessus. Puis nous allons sauter au coin droit, là-bas. Nous mentionnons que Nicolas Ghesquière car est la personne qui habille la première dame également sous l'empire LVMH, celui qui met des personnes transgères partout où il peut. Honnêtement, vous devriez juste chercher Nicolas Ghesquière sur Google pendant votre temps libre parce que nous n'avons même pas effleuré la surface en termes de dévouement à la cause trans et à amener tous ces mannequins trans et à les mettre sur le podium et à essayer de tout trans. Mais je suis sûre que Brigitte Macron est exactement qui il dit être et juste, je ne sais pas, veut juste habiller Brigitte Macron pour une raison quelconque, c'est ce que c'est. Alors bien sûr, comme nous l'avons mentionné, la mère d'Emmanuel Macron, Françoise Nog, qui nous savons concerne son travail à essayer de donner de nouvelles identités aux personnes qui souffrent de problèmes d'identité et faire cela d'ailleurs en passant. C'est légal maintenant. D'accord. Et puis nous avons là en bas celui dont nous venons de parler, c'est Alexandre Benalla. Alors rassemblez tout ça, d'accord, avec la falsification, l'extorsion et surtout avec l'accès à une femme qui peut faciliter le changement d'identité. Il ne suffit pas à toute personne enquêtant sur cette affaire de poser des questions comme est-ce Brigitte Trognier sur la photo de mariage. Vous remarquerez que nous n'avons pas posé cette question lorsque mon équipe juridique s'est impliquée. Nous n'avons pas dit est-ce Brigitte Trognier sur la photo de mariage. Nous avons dû demander quelque chose de plus spécifique, est-ce l'actuelle première dame de France Brigitte Macron photographiée ici sur cette photo de mariage. D'accord? Et c'est là que le couple devient vraiment silencieux. Ils ne veulent pas répondre à ces questions. Vous comprenez ce que je veux dire ici? D'accord? Parce que nous pouvons confirmer qu'il s'agit bien d'une photo d'une femme nommée Brigitte Trognier. Sur cette photo de mariage où se trouve Brigitte? Nous ne pouvons pas confirmer parce que la première dame refuse de répondre. Elle a une belle-mère qui aide les personnes transgères à obtenir de nouvelles identités. Donc il faut essentiellement comprendre que vous pouvez simplement prendre le nom de quelqu'un. Vous pouvez devenir quelqu'un d'autre à tout moment. Maintenant légalement, lorsque vous devenez transgenre, d'accord. Cela nous amène à Jean-Michel Trognier. D'accord, nous devons évidemment parler de lui. C'est le frère de Brigitte Trognier, non? Aujourd'hui c'est son anniversaire. Joyeux anniversaire Jean-Michel Trognier. Il est vraiment important que nous en apprenions plus sur lui. Un gars qui était si proche de sa sœur, 2 personnes différentes. Sa sœur a mordu Trognier qu'elle en a fait son témoin à son mariage. Mais ensuite, il a complètement disparu de la liste lorsque la première dame Brigitte Macron est arrivée au pouvoir. Elle semblait avoir voulu laisser cette personne passer entre les mailles du filet. Malgré tout ce qui a été écrit sur sa famille et d'où elle venait, il n'y a eu aucune mention de Jean-Michel Trognier. C'était le chien qui n'aboyait pas. Nous allons parler de lui, nous allons permettre à ce chien d'aboyer. Très bien, parlons de Jean-Michel Trognier. Non, c'est à la mode en France. C'est explosif, tout le monde sait qu'il se passe quelque chose ici. Mais le monde anglophone n'a pas compris ce qui se passait et il y a beaucoup de questions. Même dans le monde francophone. Ils ne comprennent pas pourquoi Xavier Pussard n'a pas été poursuivi pour diffamation mais Natacha Ray. Quelle est la différence? Xavier Pussard a toujours été très clair avec moi sur le fait que sa percée majeure est venue grâce
au travail de Natacha Ray. Elle est venue le voir et a d'abord dit comme ça c'est Jean-Michel Trogneux non. J'ai travaillé là-dessus alors où a-t-elle échappé le ballon et où n'a-t-il pas échappé le ballon et c'est là que ça devient vraiment intéressant et c'est pourquoi c'était si important pour moi de ralentir ça pour vous que nous parlons de deux individus différents Jean-Michel Trogneux et sa sœur Brigitte Trogneux. Ce que vous devez savoir sur Jean-Michel Trogneux c'est qu'il est né le 11 février 1945 et concernant son existence, il ne peut y avoir aucun doute en fait c'est un contraste frappant avec le fait d'essayer de se pencher sur Brigitte Trogneux contrairement à sa sœur Brigitte Trogneux qui, comme son mari, semble avoir presque toutes les traces de son existence magiquement effacées et détruites. Vous ne pouvez pas mettre la main sur des documents en fait Brigitte Trogneux personne qui prétend être dans le palais en tant que Brigitte Marot vous pensez qu'il serait très facile d'obtenir des photos d'école d'elle vous ne pouvez pas les obtenir Xavier Pussard a suivi des procédures judiciaires afin de mettre la main sur un annuaire qui devrait être fourni par la loi ok elle est allée à Sacré-Date, Sacre-Cœur. J'espère que je dis ça ok en français sac à quoi et ils sont censés vous donner l'annuaire pour que vous puissiez regarder une photo malgré cela l'école refuse de le faire maintenant pourquoi une école refuserait-elle de vous donner une photo de la Première dame de la Première dame en grandissant pourquoi ne pouvons-nous pas voir des photos de la Première dame dans les annuaires qui existent pourquoi ne pouvons-nous pas la voir dans écoles primaires en collège au lycée pourquoi est-ce que toute trace de l'existence de Brigitte Trogneux est impossible à Garner et c'était aussi difficile mais pas impossible de Garner des trucs sur Jean-Michel Trogneux et nous avons pu reconstituer une chronologie très claire de son existence jusqu'à ce qu'il tombe comme par magie d'une falaise donc nous allons vous guider à travers cette chronologie d'accord John Mell je vous ai dit qu'il était né en 1945 nous savons alors qu'il commence à fréquenter une académie jésuite nous avons plusieurs photos de lui dans une académie jésuite et je vais vous en montrer une je crois que nous avons ici ouais donc si vous regardez là tout en bas à droite vous verrez que c'est Jean-Michel Trogneux ok et comme je l'ai dit je vais garder certaines des photos que nous avons parce que Xavier va être notre prochain épisode cette interview et ce qu'il a travaillé pour mettre la main dessus est explosif et je ne veux pas gâcher ça pour lui en sautant dans notre chronologie en 1953 sa petite sœur Brigitte Trogneux est née. Puis nous savons comme je l'ai dit qu'il a continué à fréquenter cette académie jésuite puis nous avons cette fameuse photo de famille de 1944 qui meilleure image communiquée au réalisateur du documentaire qui avait l'impression qu'elle était pour une raison quelconque interrogée par le palais de d'Élysée qui la traitait comme si elle était sous interrogatoire elle a pu mettre la main sur cette photo de famille. 1955 à 1956 il est de retour à l'école nous aurons ces photos de classe disponibles pour vous dans l'interview de Xavier dans notre site Down que nous publierons ensuite en 1960 Brigitte et Jean-Michel Trogneux sister Maryvonne Trogneux décèdent dans un accident de voiture avec son mari Paul Farcy le 24 février leur fille Nathalie 5 mois à l'époque survit et se marie avec un gars nommé Richard et ils ont deux filles en 1963 le public reçoit alors une photo de ce qu'on nous dit être la vraie Brigitte Trogneux à la communion on constate que cela ne ressemble pas à la première dame actuelle et la première dame actuelle a jusqu'à présent à ce jour refusé de répondre à ma question de savoir si c'est Brigitte Trogneux sur la photo mais si c'est elle sur la photo ou non une différenciation importante en 1963 Jean-Michel Trogneux vivait à Alger en Algérie. En février donc, il avait 18 ans c'est une chose très inhabituelle car Xavier m'a dit parce que c'était juste après la sanglante guerre d'indépendance de l'Algérie obtenant son indépendance de la France et il dit qu'à cette époque aucun Français n'est allé en Algérie à moins qu'il ne soit communiste, mais nous savons qu'il était là parce qu'il y avait une photo disponible et nous sommes soudainement impatients d'avoir une photo de lui à cette époque parce que bon, maintenant nous ne parlons pas de photos d'enfants qui semblent être la seule chose que Brigitte Macron veut publier une très petite quantité un total de 3 photos qui ont été publiées ne veut pas publier de photos plus anciennes jusqu'à ce que soudainement Brigitte Macron est professeur ok Brigitte Osière dit oh je suis professeur nous sommes juste en quelque sorte en train de manquer ces années importantes de sa vie qui nous permettraient de voir le visage muter en quelque sorte au fil du temps. N'est-ce pas cette prochaine photo que je ne vais pas vous montrer parce qu'elle est explosive et il a fallu des années à Xavier Pussard pour l'obtenir il met la main sur une photo de Jean-Michel Trogneux qui est inscrit à l'ESTM School qui est une école d'ingénieurs française qui devient la dernière photo vérifiée que nous avons dans nos archives mais je veux que vous notiez qu'il a 18 ans à ce moment-là vous prenez n'importe quelle personne vous prenez une photo d'elle quand elle a 18 ans et il est très difficile de dire que vous vous attendiez à ce que cette personne soit très différente, n'est-ce pas, des décennies plus tard parce que vous êtes un jeune adulte, n'est-ce pas en remontant dans cette chronologie,
Nous savons alors que la vraie Brigitte Trognier épouse André-Louis Osière devenant Brigitte Osière. Nous avons une annonce de mariage, nous avons une photo de mariage, c'est vraiment arrivé et c'est la photo que Natacha Ray a fait une erreur malheureuse et totalement compréhensible. Concernant et puis comme je vous l'ai dit pour une raison quelconque Jean-Michel disparaît photographiquement il disparaît et puis cette chose incroyable se produit en 1977 lorsque les gens ont commencé à reconnaître que leur première dame quelque chose dans l'histoire n'avait pas de sens lorsque les gens ont commencé à parler de leurs soupçons selon lesquels ils regardaient un homme transitionné pour de nombreuses raisons ils ont pu déterrer une interview au quai de 1977 et c'est un homme qui dit qu'il est en transition et qu'il vit en tant que femme nommée Véronique. Maintenant pour mes auditeurs anglais, cela va être un peu déroutant pour vous donc je vais vous décrire pourquoi c'était si explosif chaque personne qui parle vous pouvez faire la transition de votre nom vous pouvez essayer de parler sur un ton différent mais vous avez des tics vous savez presque des choses que vous dites que vous ne reconnaissez même pas que vous dites des mots sur lesquels vous pourriez compter et pour la première dame Macron ce tic pour ainsi dire c'est qu'elle dit. C'est-à-dire que certaines les gens pourraient dire comme vous savez comme j'allais aimer le magasin et aimer son tic c'est-à-dire donc nous avons cet individu qui apparaît ne montre pas son visage il est tombé dans ce talk show en 1977 dit que son nom est Véronique et dit qu'il a fait la transition et la personne a exactement la même voix que l'actuelle première dame de France et le même tic et bien sûr à l'époque où la première dame faisait tous ses interviews. Elle n'aurait jamais pensé que le public allait déterrer cette vieille interview de cette personne transgenre dans un talk show disant que c'est-à-dire à plusieurs reprises donc je vais jouer un petit extrait de cette interview bien sûr c'est en français donc cela ne signifiera rien pour les auditeurs anglophones mais ensuite je vais vous lire la transcription parce qu'il y a d'autres coïncidences importantes qui se sont produites écoutez maintenant. Je crois qu'en fait il n'y a pas de transformation parce que le psychisme est déjà féminin et l'individu, en l'occurrence moi, est déjà préparé à ce genre de mutation par nécessité, en ce sens qu'on se sent femme et on régularise une situation sans plus. Il n'y a pas mutation, il y a régularisation. Vous êtes devenue complètement femme, donc vous avez été opérée il y a combien de temps? J'aime pas tellement le mot devenir complètement femme. Oui. C'est-à-dire que nous devenons une sorte de femme pouvant copuler, mais ne pouvant pas procréer. Oui. De là des problèmes juridiques d'ailleurs, dont on parlera après. Oui. C'est-à-dire que l'intégration se fait sans problème sur le plan individuel, il n'existe que sur le plan social. Vidéo. Essentiellement, quelqu'un dans le chat ici a juste dit que c'était sa voix mais aussi quelqu'un qui a dit dans le chat que cela pourrait être appelé une empreinte vocale. C'est une façon parfaite de dire c'est une empreinte vocale. Il y a des choses dont on ne peut pas se débarrasser. Mais même lorsque vous transformez votre identité, vous avez toujours une identité. Vous avez toujours votre identité qui ne disparaît pas comme par magie si vous changez de nom. D'accord. C'est pourquoi je vais vous dire ce qu'elle dit dans le script. Si je suis Candice Owens, même si je change de nom en Jean-Michel Trognier, non, cela ne transforme pas mes désirs. Cela ne me fait pas aimer la cuisine italienne. Je ne vais pas soudainement aimer la cuisine italienne parce que je deviens Jean-Michel Trognier. Non. Je ne vais pas soudainement ne plus m'intéresser à l'affaire Blake Lively et Ryan Reynolds parce que j'ai changé mon nom légalement en John Michel Trognier et donc cette interview a été explosive lorsqu'elle a été publiée à cause de choses que Véronique a dites. Donc je vais vous sortir la transcription en anglais et vous lire ce que cela signifie. Donc l'intervieweur demande il dit à la public je peux seulement garantir l'authenticité du témoignage de Véronique. Véronique j'aimerais savoir si quand tu as eu cette opération qui est celle que tu as eue c'était un moment difficile pour toi ou c'était juste l'aboutissement de quelque chose qui s'était passé avant. Je ne pense pas qu'il y ait de transformation parce que la psyché est déjà féminine et l'individu dans ce cas moi est déjà préparé à ce genre de mutation par nécessité dans le sens où on se sent femme et on normalise simplement une situation. Il n'y a pas de transfert, il y a une normalisation. L'intervieweur dit donc tu es complètement une femme. Il y a combien de temps tu as eu l'opération? C'est intéressant, elle ne répond pas à cette partie de la question de quand elle a eu une opération mais elle continue et elle dit répond je n'aime pas vraiment les mots complètement une femme en d'autres termes on devient une sorte de femme qui peut copuler mais ne peut pas procréer d'où les problèmes juridiques dont on parlera plus tard. En d'autres termes l'intégration se passe bien au niveau individuel, il n'existe qu'au niveau social. Ok, alors elle commence déjà à parler de ce problème dont nous savons que la mère d'Emmanuel Macron va s'en occuper. Ce qui est comme, d'accord, il y a ces problèmes juridiques avec qui nous nous identifions et qui nous savons que nous sommes des femmes. D'accord? Mais nous avons ces obstacles et barrières juridiques et c'est pourquoi je suis en train de briser et de raconter mon histoire parce que nous devons changer cela. Nous devons pouvoir changer cela. L'université dit que vous avez un travail que nous n'allons pas révéler ici. Disons simplement que c'est un travail qui concerne le public. Il y a des réponses.
C'est vrai, je suis un artisan, j'ai des contacts réguliers avec le public, je suis en contact étroit avec les clients, je n'ai aucun problème. J'avais l'habitude d'avoir un phénotype genre, c'est-à-dire une apparence ambiguë. Ils m'ont pris pour ce que je n'étais pas, un homosexuel. Ce qui n'était pas le cas ni dans mon comportement ni dans ma façon de penser, mais malheureusement, cette image a entraîné une non-intégration. C'est partiellement coupé ici pour moi, mais il est dit non intégré et en fait. J'ai normalisé une situation pour mon intégration et je vis très légalement et honorablement pour les besoins de l'état civil. Il est possible de changer son prénom en un prénom ambigu, c'est très important car cela permet l'intégration ou pseudo-intégration dans la société dans le sens où il y a toujours des problèmes mais ils peuvent être réglés administrativement par accord mutuel mais juridiquement il n'y a pas de solution contrairement à toutes les législations étrangères sauf la législation belge qui est calquée sur la nôtre. L'interviewé demande alors est-ce que vous sentez que vous êtes maintenant complètement vous-même et vous n'avez pas de problème d'identification depuis votre opération. Véronique dit à vrai dire je n'avais que des problèmes d'identification envers les autres pas avec moi-même je me voyais comme ce que j'étais une femme avec un corps qui ne lui appartenait pas c'est très difficile de concevoir pour quelqu'un qui est bien dans sa peau j'utilise le terme bien dans sa peau parce que c'est l'image typique parce que je n'avais pas de problème mais les gens ont créé des problèmes maintenant je n'ai plus de problème à vrai dire cette opération c'est l'ablation de cet organe inutile dans notre cas car il est à la fois inutilisable et inutilisé et l'interviewé lui demande est-ce que vous vivez seul. Véronique dit je ne suis avec personne mais j'ai vécu avec une femme et conçu cette union en le style de Georges Sand et Chopin. Chopin était probablement un transsexuel son style de mélodie la façon dont il joue le montre assez clairement je pense que l'image qui a été donnée du syndicat Rimbaud Verlaine est une image caricaturale déformée qui ne correspond pas du tout c'est très important ok elle a ce tic de langage c'est exactement comme celui de Brigitte Macron si vous parliez français vous comprendriez ça mais elle a aussi mentionné le compositeur de musique Frédéric Chopin plus mentionné les poètes gays Paul Verlaine et Arthur Rimbaud maintenant pourquoi est-ce important ok eh bien ces poètes ils étaient dans une liaison homosexuelle vous savez mais violente très violente relation donc elle apparaît clairement comme quelqu'un qui est extrêmement instruit ce n'est pas une personne au hasard c'est quelqu'un qui a été éduqué dans les classiques qui est dans cette émission dans le but d'essayer de faire avancer la législation pour pouvoir faciliter la sécurisation des identités pour les personnes trans. C'est le but de cette apparition, n'est-ce pas? Et comme je l'ai dit, le but d'utiliser quelqu'un qui a en quelque sorte cette capacité à communiquer et parler des grands arts, c'est pour rendre les gens peut-être que le public est plus sympathique à la cause, n'est-ce pas? Elle dit que j'ai toujours été une femme. Ce qui est drôle parce que pendant que je lis ça, j'ai aussi pensé à cette phrase que Brigitte et Emmanuel m'ont écrite dans la première lettre légale. Ils ont dit qu'elle ne vous devait aucune preuve qu'elle a été et sera toujours une femme. Comme une chose très étrange à écrire, presque comme si je le croyais et donc c'est le cas et bien sûr, vous me devez une preuve. Vous allez dire que vous allez me poursuivre devant un tribunal du Tennessee, vous me devrez absolument une preuve. Si vous dites que je vous ai diffamé. Mais revenons à la mention de ces mentions classiques concernant Chopin. Le premier couple, lorsqu'ils créaient leur légende dans le public, a affirmé qu'ils avaient déplacé un piano dans le palais de Los Angeles parce qu'Emmanuel Macron, rappelez-vous, le virtuose aimait jouer du Chopin pendant un moment et pour Brigitte seulement. Donc c'est quelque chose qui compte pour le couple, d'accord. Concernant les poètes homosexuels qu'elle a mentionnés Paul Verlaine et Rimbaud Emmanuel Macron alors qu'il était président a envisagé de les admettre tous les deux au Panthéon qui est le lieu où ils enterrent tous ces héros français, d'accord? Et cela a déclenché un énorme débat comme si ces personnes devaient d'abord tirer sur l'un des amants et l'autre devait faire de la prison. Serait-ce une bonne chose de les déplacer? Il allait les honorer en tant qu'homosexuels, ces poètes homosexuels et les grands en les enterrant dans cette structure significative. Mais ce qui s'est passé, c'est que la famille de Rhodes a fermement rejeté cet honneur parce qu'il ne voulait pas que son héritage soit réduit à une icône gay, donc c'est juste incroyablement fascinant, n'est-ce pas? C'est incroyablement fascinant que vous ayez cette personne Véronique et elle dit et mentionne toutes les personnes que nous savons avoir cette importance dans la relation entre Emmanuel Macron et Brigitte et elle a après que quelqu'un ait utilisé une analyse vocale IA. Ils ont dit que c'était à 100% la même personne et vous savez, je ne sais pas grand-chose sur ces logiciels, mais que quelqu'un sorte et déclare que c'est à 100% la même personne et la seule différence est que la voix a vieilli. Pour avoir les mêmes tics, c'est beaucoup de coïncidences. C'était majeur quand c'est arrivé et quand cela a été révélé et puis il y a d'autres choses intéressantes à retenir ici. Ok. Quand vous revenez dans la chronologie donc Véronique apparaît. Nous ne savons pas quel est le nom de cette personne dans la vie.
Ils utilisent ce nom pour cette interview. Véronique, pas de nom de famille. Nous ne savons rien d'autre, mais n'oubliez pas que cette personne a également dit qu'il n'est pas dans une vraie relation mais qu'il vit avec une femme. Ok, dit qu'il vit avec une femme, et bien. Quand nous revenons à notre chronologie Jean-Michel Trognier, nous constatons qu'à ce moment-là, Jean-Michel Trognier, après cette interview, épouse une femme et ironiquement, son nom est Véronique. Alors serait-il possible que Jean-Michel ait pris le nom d'une amie chère nommée Véronique avec qui il vivait et avec qui il a ensuite marié? Nous ne le savons pas parce que bien sûr, il n'y a pas de photo de ce mariage, il n'y a rien. Il n'y a rien là-bas. Jean-Michel Trognier sur papier se marie avec une femme nommée Véronique Drouot. Ok, et puis ils ont un enfant. Ils ont un enfant en 1982 nommé Jean-Jacques. C'est le Jean-Jacques qui ressemble énormément à Emmanuel Marron, et puis peu de temps après, en 1987, John Michel divorce de Véronique Drouot. Alors mesdames et messieurs, que se passe-t-il sérieusement comme ce qui se passe dans cette histoire? Que se passe-t-il? Comment avons-nous ces acteurs qui sont incapables de produire des images de ces choses très pertinentes qui se sont produites dans leur vie? Vous savez où est John Michel? Drague, non? Vous vous êtes marié avec une femme. Il n'y a pas de photo du jour de votre mariage, non. Vous avez juste dit et vous avez décidé de tomber d'une falaise et d'arrêter d'être photographié au même moment où Brigitte Macron, la professeure, est née soudainement comme plus rien des photos pour vous. Que se passe-t-il ici? Pourquoi avons-nous une situation dans laquelle les écoles qui sont légalement tenues de publier des photos? Je crois que la loi en France est qu'après 50 ans, n'importe qui peut obtenir n'importe quelle photo de quelqu'un qui est à l'école, n'est-ce pas? Vous pouvez publier les photos du livret d'adresse. Pourquoi refuse-t-il de publier des photos de qui était censée être la première dame à l'école primaire, école et au collège et à l'université? Pourquoi? Pourquoi ne pouvons-nous pas obtenir ces photos? Pourquoi les gens doivent-ils passer par le tribunal et être enfumés pour obtenir ces photos? Enquête? Ça lui a vraiment permis de trier les choses et il n'y a aucun doute, en voyant cette technologie, dans mon esprit que John Michel Trognier non et Brigitte Macron. La seule question que j'ai, c'est ce qui est arrivé à sa sœur Trognier maintenant, et vous y arriverez aussi. Comme je l'ai dit, je ne voulais pas nous donner trop de spoilers avant l'interview. Je m'assois avec lui, mais il y a juste plus, il y a tellement plus. Pour nous déballons la connexion avec les Rothschild, les emplois qu'il a obtenus qu'il ne méritait pas Emmanuel Macron, et comme je l'ai dit, nous allons aborder toutes ces choses.